OK. Alors aujourd'hui, on va parler de rangement et de Pokémon un peu. Mais avant, je vais commencer par ce garage. Je vais vous demander d'imaginer le sentiment de je vais vous demander d'imaginer le sentiment de frustration que vous pouvez ressentir face à ce type de garage, qui contiendrait absolument tous les outils dont vous avez besoin pour bricoler, mais qui serait tellement en bazar que vous savez plus où sont les choses. Vous prenez un temps fou dès que vous cherchez quelque chose et vous avez même des choses en doublon parce que vous avez oublié que vous les avez rachetées. Ça, c'est un peu la sensation qu'on peut avoir en tant que dev, quand on se retrouve face à un projet où le code, il est tout mélangé. On a du technique et du fonctionnel au même endroit et puis on aurait même de la redondance de code. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Salomé Jarnouen, je suis développeuse full stack chez Lixi à Rennes. Hem, J'aime bien ranger les choses et j'essaye toujours d'appliquer les principes du clean code. Et en ça, je suis un peu, la Marie Kondo du dev. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de mieux organiser votre code et d'améliorer la maintenabilité de vos projets en JavaScript et TypeScript. Cet outil, c'est la métaprogrammation, à l'aide d'annotations ou décorateurs. Et pour l'étudier un petit peu aujourd'hui, on va commencer par un petit peu de théorie, on va définir les choses. Ensuite, on se concentrera sur, cette fonctionnalité en JavaScript et TypeScript. Et enfin, on passera par un cas pratique pour implémenter notre propre annotation. On va commencer par définir un petit peu les choses. Donc la métaprogrammation, qu'est-ce que c'est? L'idée de base, c'est vraiment d'exécuter un programme qui va venir modifier le comportement interne de notre objet. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la métaprogrammation par les annotations ou décorateurs. Et une annotation, c'est une expression qu'on va appeler grâce au symbole arrobase et qui va venir décorer notre objet. Donc maintenant qu'on a un petit peu de théorie, pardon, on va se concentrer sur les décorateurs en JavaScript. Alors juste pour faire une petite mise en contexte, pour savoir, pour ajouter une fonctionnalité à JavaScript, il faut que celle-ci elle soit présentée sous forme de norme pour être intégrée au standard ECMAScript, qui lui va spécifier JavaScript. Et pour qu'une norme soit intégrée à ECMAScript, il faut qu'elle passe par plusieurs stades, qu'elle soit définie, implémentée et acceptée et ensuite enfin disponible dans le langage. Et aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la proposition des décorateurs JavaScript. Pour faire un petit peu d'historique, cette proposition, elle était jusqu'à récemment toujours au stade 2. Le stade 2, ça veut dire que les spécifications sont en cours de rédaction et on a accès à une version expérimentale. D'ailleurs, il y a pas mal d'outils et de frameworks qui se sont basés sur cette version expérimentale pour, eux, développer leur propre système d'annotation, qui est quelque chose qui manquait beaucoup à l'écosystème JavaScript. Donc si vous avez déjà utilisé le ng-module de Angular ou le at-request de Nest.js, vous avez certainement déjà fait la métaprogrammation. Et récemment, l'année dernière, les décorateurs sont passés la proposition des décorateurs est passée au stade 3. C'est-à-dire que l'implémentation est terminée, le standard est décrit et la fonctionnalité est ajoutée dans le langage. Il va juste rester une phase de test pour éventuellement corriger les bugs, les derniers bugs. Donc ça veut dire que depuis 2022, on peut utiliser les décorateurs en JavaScript et ils sont supportés par la dernière version de TypeScript, TypeScript 5. Au niveau de leur design, de leur utilisation, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'ajouter un comportement supplémentaire à une cible et les annotations JavaScript, elles donnent plusieurs manières de le faire. On peut soit remplacer la valeur par une valeur qui aura une sémantique équivalente, soit fournir des accessoires à la cible ou initialiser la cible. Et ils vont pouvoir servir à décorer soit une classe, une méthode de classe, un attribut de classe ou un accessoire de classe, uniquement.
Hem, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu, la théorie, le fonctionnement, j'espère que vous m'avez tous suivi. On va passer au cas pratique et pour le cas pratique, j'ai voulu rester dans un exemple de la vie réelle et rester dans le thème du tri et j'ai voulu implémenter un Pokédex pour pouvoir trier mes Pokémon que j'ai trouvés dans mes différents jeux. Hem et donc mon produit minimum, ce à quoi je veux atteindre, ce que je veux atteindre en premier, c'est une interface très, très simple. Heu, une interface qui m'affiche mes Pokémon avec un sélecteur que j pour pouvoir filtrer mes Pokémon par, Pokédex et un mécanisme de pagination. On est sur un projet très simple, assez classique avec une stack, classique, TypeScript, un front en React, un back en Express. Hem, mais en fait, cette interface qui est somme toute assez simple, elle a quelques contraintes. Je vais chercher mes données sur une API qui demande à ce qu'on mette le résultat des requêtes en cache pour pas se faire ban. On veut pas se faire ban et j'ai besoin de pas mal de traitements au final pour, pour pouvoir, afficher juste, cette interface tout simple que je vous ai montrée. Heu, donc j'ai voulu rajouter un système de caching dans mon application. Un truc assez classique en tant que développeur, on tombe souvent sur ce cas-là. Mais je voulais pas que, ce code qui est assez technique et qui sera répété à plein d'endroits, soit mélangé avec mon code fonctionnel. Hem, histoire de séparer un petit peu, les choses et qu'on garde, mes services gardent uniquement, du code qui a une valeur pour, le métier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté une annotation cached, qui s'appelle cached, qui va servir uniquement à, décorer mes méthodes de classe, les méthodes de mes services et qui va prendre un paramètre qui sera, le nom de l'entrée dans mon cache et cette annotation, elle correspond à une fonction qui prend le même nom, qui donc prend ce paramètre chaîne de caractères et qui va nous retourner, hem, une fonction qui correspond à l'API TypeScript des décorateurs. Notre fonction actuelle decorator. Donc vous pouvez voir, elle prend 2 paramètres. Hem, le 1er, c'est original méthode, il correspond à la cible, ce qui est décoré par mon annotation. Hem et le second, contexte, correspond au type de contexte qu'on passe à une annotation de méthode. Et c'est cette fonction actuelle decorator qui va me retourner une 3e fonction, replacement method et c'est elle qui sera exécutée à la place de ma cible. Donc comme je vous ai dit avant, on a plusieurs manières de faire de la métaprogrammation et la première, c'est de remplacer la valeur cible par une valeur qui sera sémantiquement équivalente. C'est exactement ce qu'on fait ici. Je remplace la méthode de mon service par une méthode qui va venir surcharger son fonctionnement en exécutant d'abord, tout mon mécanisme de cache qui, comme vous voyez, est assez classique. C'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement dans les projets. Mais donc il va venir exécuter mon code technique et si l'entrée n'existe pas dans le cache, il va venir déléguer l'appel à ma méthode cible. Et c'est tout. En fait, c'est super simple de faire ses propres annotations en JavaScript, surtout avec le stade 3, ils ont vraiment simplifié les choses. Hem, voilà, donc je voulais juste vous montrer à quel point c'est simple à implémenter. Hem, peut-être il y en a certains qui auront remarqué que, ce que je vous ai montré là, c'est quelque chose qui a déjà des solutions pour être géré au final. Donc ne faites pas comme moi, ne réinventez pas la roue. Mais je voulais vous montrer quelque chose d'assez simple pour que vous compreniez, comment ça fonctionne et ensuite je vous laisse imaginer toutes les applications possibles, dans vos projets respectifs. On peut, notamment gérer des permissions, par exemple, dans le cas où on a des permissions assez spécifiques pour notre projet, ça peut être, la solution parfaite. On peut aussi, initialiser une valeur de manière conditionnelle en fonction d'une configuration, valider la structure d'un objet, il y a vraiment plein de choses possibles. Hem, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est encore en cours de développement, c'est actuellement en phase de test. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de le tester, éventuellement de faire des retours aux développeurs et voilà, ça mérite
C'est une fonctionnalité qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on observe son développement, parce que je pense que c'est avec ce genre de petits outils qu'on peut arriver à avoir un projet aussi bien trié. Et j'ai toujours pas mon QR code, mais il va venir. Et là, vous pourrez scanner et avoir accès aux sources, aux slides, avec les sources que j'ai utilisées pour ma présentation. C'est tout. Merci de m'avoir écoutée. J'ai mis combien de temps? Je crois que j'ai été beaucoup trop rapide. J'ai été trop rapide. T'as mis combien de temps au final là? J'ai mis 10 minutes. C'est 15? Ouais, c'est 15, ouais. Je pense que je vais rajouter une slide, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis habitué à Spring, donc de faire pareil. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a de la validation qui est un peu mieux typée que Spring, où tu peux typer les paramètres que tu vas mettre dans ton annotation? Oui. Que tu aies une validation directe? Oui, tu peux les typer. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple pour pas vous perdre. Donc, j'ai gardé un type enif sur la original méthode. Mais ouais, donc c'est un peu moche. Mais en vrai, tu peux complètement les typer de manière beaucoup plus précise. Et ouais, exactement. Ouais. Oui. C'est quoi les étapes d'après le support natif dans Les stades de proposition, il n'en reste plus qu'un. Le stade 4, c'est le stade final où tout est intégré et tout est spécifié, plus rien ne bouge. Pour l'instant, le stade 3, c'est vraiment là les seuls changements qui vont être faits à l'implémentation. C'est uniquement des corrections de bugs qui seront éventuellement remontées par des utilisateurs. Après, une fois qu'on passe au stade 4, il y a encore des propositions d'extension de la fonctionnalité qui sont déjà actuellement en développement d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment la fonctionnalité de base. Et après, ils vont rajouter des extensions du type émettre les métadatas des décorateurs ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont en cours. Les extensions peuvent elles-mêmes faire les stades. Ouais, exactement. Oui, exactement. Chaque extension est une nouvelle proposition qui doit repasser par les 4 stades. C'est cadré. Une question, mais c'est plus sur la syntaxe, c'est le args, du coup, ça correspond à quoi, la méthode de remplacement de la liste, et du coup, les args, c'est la liste de tous les paramètres de ta méthode. Exactement. C'est la liste des paramètres qui vont être passés à la méthode cible. Donc moi, tu vois, ici, j'ai ma méthode cache, elle va prendre ce paramètre-là. Et mes arguments, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et moi, je m'en sers justement dans mon cache pour cacher exactement la page. Ouais, exactement. Donc, tu as quand même la possibilité de récupérer ces trucs-là si tu as des traitements à faire par rapport à ces paramètres ou tu vois, tu as vraiment accès à tout. Et ça offre beaucoup de possibilités du coup. Waouh! Chacun son tour qui veut commencer. Vas-y, Pablo, je t'en prie. Si tu types du coup les arts là, ouais. Tu pourrais pas appliquer ce décorateur-là à une méthode qui n'a pas Oui, c'est ça, exactement. Alors après, les args, ils vont être un peu plus compliqués à typer. En fait, le vrai type à la base, ça va être un arg avec une majuscule extends. Ici, dans ce cas, any, tu as un tableau d'any. Il faut un peu jouer avec les types. C'est un petit peu, c'est pas toujours facile à cibler exactement ce qu'il te faut. Mais si tu le fais correctement et que ça correspond à ton cas d'utilisation, tu peux avoir quelque chose de. Si ça correspond pas à ton utilisation, il va dire non. La compilation va planter, ouais. Tu peux mettre des décorateurs autre part que sur des méthodes. Oui, mais ça va être que. Alors, il y a des propositions d'extension pour rajouter des choses, mais pour l'instant, on n'est que sur classe, attribut de classe, méthode de classe et accessoires. Oui, tu peux pas faire ça sur une fonction classique. Non. Pour l'instant, en tout cas, on va rester sur ce scope-là. C'est déjà pas mal, mais il y aura des extensions, ouais. Est-ce que tu peux combiner plusieurs décorateurs sur une méthode? Oui, et ils vont être exécutés dans l'ordre. C'est vertical. C'est vraiment. Ouais. Quoi là, ça gère comment les méthodes asynchrones? Le quoi? La méthode prend call, ça gère comment les méthodes asynchrones?
Ah ça va être... Bah là, du coup, vu que tu es dans le cas d'une fonction asynchrone, tu vas... De quoi? Je l'ai fait en dessous. Ah, là, non. Là, non, parce qu'on retourne déjà une promesse. Donc, vu que je fais pas de traitement sur les données, j'ai pas besoin du await. Mais sinon, tu pourrais le faire, ouais. Comme je le fais en dessous pour le... Ou là, pour la gestion du cas, j'ai besoin d'un await à cet endroit-là, ouais. Non, c'est parce que get item et set item, c'est des méthodes asynchrones. Oui, mais là, le message, c'est la promesse. Non, bah, alors, la promesse, Non. Sur les données. C'est une promesse, résultat. Oui, résultat, c'est une promesse. C'est ce que disait Mathieu. Ah, mais ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas mettre ça dans ton cache. Pourtant, ça marche. Non, j'ai mes données en plus. Alors, j'avoue que je me suis même pas posé la question. Non, mais tu peux les chaîner, mais tu peux pas. Deux fois zen sur une promesse. C'est le même promesse, ça va pas marcher. Ah oui, il m'a stocké littéralement des données. Hein, enfin, moi, je l'ai logué, ça a marché. Donc. J'avoue que ça, je vais me renseigner, je vais regarder un peu plus en détail. De quoi? Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Oui, bah oui. Vous avez d'autres questions? Quand tu déclares ta méthode de décorateur, mis à part copier la doc script pour savoir que faut bien que c'était original méthode, est-ce que tu as moyen de lui définir un type de retour qui spécifie le contrat d'interface pour un décorateur ou pas? Oui, c'est pareil, il y a des types qui sont fournis par l'API TypeScript. Pareil, je ne vous l'ai pas mis là parce que c'est un peu compliqué à lire. Tu as un type return, mais tu vas le typer avant. Tu vas lui passer des... Mais franchement, je te laisserai regarder. Non, mais c'est vrai, parce que c'est à t'expliquer comme ça va être un petit peu... Mais vraiment, il faut regarder parce que tu as un exemple qui est entièrement typé. Ça fait un petit peu peur à première vue. Au final, c'est pas si complexe, mais c'est quand même assez flexible pour pouvoir, tu vois, toi, appliquer tes propres types. Oui. Le fait que tu aies mis ça dans un fichier qui s'appelle décorateur, ça marche pas ou C'est purement rangé. C'est tout. C'est tout. J'aime bien cette manière de nommer, mais... Parce que c'est le minimum, il y a juste mettre comme ça, il sait que c'est un décorateur, il va se... Ouais, exactement. Parce que tu lui... Là, il sait... De quoi? Tu l'importes après comme n'importe quelle autre méthode? Ouais, c'est ça. Attends, je vais vous montrer, sinon. Ouais, c'est un décorateur. Où est-ce qu'ils sont? Je vous montre à vous, vu que je peux. Je pourrais pas, mais tu vois, il est même pas importé. Il est importé de cette manière-là, quoi. C'est vraiment comme n'importe quoi, ouais. Mais comme... parce que... Ah, c'est flou, mince. Parce que, comment... Au final, un décorateur, c'est vraiment uniquement une fonction que tu vas appeler, en fait. C'est cette slide-là que je pense rajouter, c'est comment ça fonctionne derrière l'exécution. À l'initiation d'un objet, il va aller déterminer tous les décorateurs qui sont présents dans une classe et les exécuter les uns après les autres, donc exécuter chaque fonction. Et ensuite, à l'initialisation, remplacer les valeurs par ce qui va bien. Du coup, ça correspond uniquement à appeler une fonction d'une manière un peu spécifique en utilisant un arrobase. Mais au final, à partir du moment où tu as ta fonction qui a le même nom et surtout qui respecte cette signature qui correspond à l'API des décorateurs, c'est correct. Tu peux l'importer normalement. Est-ce que il y a comme Java, il y a des décorateurs où tu peux faire après, tu appelles la fonction en théorie et après tu fais un traitement en fin de fonction. Un traitement sur méta.
En soi, oui, bien sûr, ouais. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Vraiment, oui, c'est vrai que je disais avant, mais c'est peu importe, en gros. Vraiment, l'idée, c'est de rajouter un comportement supplémentaire, que ce soit avant, après. Ça te donne la possibilité d'ajouter un comportement supplémentaire à une cible et dans le cas ici d'une méthode, de aussi éventuellement déléguer l'appel, même pas éventuellement, toujours d'ailleurs, vaut mieux le faire, déléguer l'appel quand même à ta méthode originale. Par contre, du coup, tu es obligé de faire l'appel à la méthode originale dans ton décorateur. Là, du coup, c'est un peu le concept, ouais. Oui, tu es obligé de le mettre là, tu veux dire. Avant, tu peux pas juste loguer et dire vas-y, c'est bon, j'ai logué. Non. Non, parce que le fonctionnement, c'est vraiment de remplacer. Tu vois. Mais du coup, si tu as 3 décorateurs, ça veut dire que chaque décorateur fait l'appel à la méthode originale? Ou comment ça se passe? Non, tu peux décorer et ne pas faire appel à la méthode décorateur. Ça fait une chaîne. Ouais, c'est ça. Ça te fait une chaîne, ouais. Que dans ton ordre, tu saches que le dernier celui-là, il faut qu'il appelle la méthode originale. Oui, il faut avoir conscience quand même de l'ordre. Tu as besoin de le savoir. Toi, tu fais toujours ton appel à la méthode originale, mais lui, la méthode originale, c'est un décorateur encore. Quand tu écris ton dev, il faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Voilà, il ne faut pas que tu fasses des. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Donc, alors, tu veux si je veux loguer avant de faire. Ouais, Merci, je crois. Donc, si tu fais pas gaffe, pour revenir sur le cas Instacroll, si tu fais pas gaffe à l'implémentation de ton décorateur, tu peux péter ton synchronicité. Tu fais des await dans le décorateur, c'est écrit que c'est asynchrone, mais en fait c'est synchrone. Mais c'est caché dans le décorateur. Non, c'est pas clair. Je suis pas sûre d'avoir tout compris la question. Ouais. Et dans ton décorateur, tu fais un await. C'est ce que je fais. Oui, mais là, tu le fais sur le cache, pas sur l'appel à la fonction. Et du coup, si tu fais le wait sur l'appel à la fonction, tu peux péter ton synchronicité sans ça. Pour casser le type aussi, je pense. Ouais. C'est pas vrai. Je suis pas sûre de. Non, mais ouais, je suis pas sûre de voir le cas. Parce que dans tous les cas, ça reste, que ce soit ta fonction originale ou ta fonction remplacée, ça reste une fonction asynchrone, donc tu peux faire un await dessus, c'est pas un problème. J'essaye de réfléchir à un autre cas, mais je sais pas, non, ça répond pas. Si, je ne suis pas un expert sur comment ça marche, ça peut await, donc ça marche pas bien, je pense. Ouais. Une fonction async, ça va. Ça arrête, ouais, ça arrête les traitements le temps que tu as ton retour. Ouais, oui. Mais A5 await, c'est pas choquant. Await, c'est pas de c'est juste. T'attends le résultat. Ouais, c'est ça. Oui. En tous les cas, c'est ce que ton appel va faire. Mais je pense que c'est les différences de comment dire, de compréhension de la synchronicité entre JavaScript et Java. C'est pas de la synchro non bloquant, machin, c'est juste. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est ça, c'est juste, vas-y, fais le traitement, j'attends la réponse ou pas. C'est parce qu'il n'y a pas de saison claire de comment ça Il n'y a pas un semaine. Oui, non, c'est ça, ouais. Oui, j'avoue, ouais, je les ai laissés, mais ouais, carrément. Oui, t'as raison. T'as raison. C'est quoi, je peux les virer maintenant même. Ça A priori, les open fois, ça marche. Comme ça? C'est mieux? C'est vous là? J'ai découvert ça, ouais.
Avec Figma. Ouais. Ouais. Par rapport aux annotations Java, qui elles n'ont pas vraiment de sémantique à la base. Non, ça fonctionne pas exactement pareil. Les use cases des autres Java sont traités avec ces décorateurs-là, ou il y a des trucs que tu fais généralement en Java qu'on ne peut pas faire avec ces décorateurs? J'avoue que j'ai pas fait totalement la comparaison parce que justement c'est un peu différent, mais je pense pas que tu puisses avoir exactement les mêmes applications. Je sais pas en fait. Moi si, je sais pas. Tu penses à quoi en particulier? Non, c'est une vraie question. En fait, j'ai l'impression que, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le choix qui a été fait là, c'est de dire, en fait, de coupler ton annotation avec ce que tu fais de cette annotation-là, ce qui n'est pas du tout ce qui a été fait en Java, parce que une annotation, c'est après toi qui donne une sémantique à cette. Mais je me dis, au final, est-ce qu'avec ces trois use cases-là, est-ce qu'on fait tout, ce que fait généralement en Java avec les autres? Et du coup, on ajoute ça dans le langage des trucs qui, dans Java, ne sont pas dans le langage. Et donc, c'est plus puissant. Ou est-ce que ça restreint le use case, quoi? Je vais avoir du mal à te donner une réponse comme ça tout de suite, je crois. J'y ai pas réfléchi de cette manière-là. Mais c'est non, mais en vrai, oui. Et oui, non, mais si, parce que c'est intéressant. Je pense que je ferai peut-être la comparaison un peu plus poussée. C'est vrai que moi, c'est un truc c'est les annotations, j'ai découvert ça en Java. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que c'était vraiment un outil trop bien. J'ai pas fait la comparaison en détail parce qu'en effet, l'implémentation et l'idée derrière est un peu différente en JavaScript. C'est ça, je cherche des exemples en fait qui pourraient ne. Ouais, pour moi. Je pense aussi, mais. Oui, c'est pour ça. Comment ça se passe? Là, c'est un exemple sur une méthode et sur une classe. Je ne sais pas si ça a déjà été posé comme question. Ça va être un peu différent. Le contexte va changer. Le type de contexte là va changer. Tu n'auras pas accès exactement aux mêmes choses et tu vas retourner plutôt du coup un objet quoi. Ouais, ou tu peux modifier directement ton objet si tu veux lui rajouter des choses ou ça va. Ça, je suis désolée, j'entends pas. Alors, ce qui se passe. Ouais, tu mets un décorateur sur un objet, sur une classe, quand est-ce que ce code s'exécute? Ouais, c'est ça la slide qu'il faut que je rajoute. Ouais, je pense que je vais la rajouter, ça va être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être intéressant. Ouais. De quoi? Ouais, non, en fait, c'est ça, c'est quand tu instancies et quand ton objet est instancié. Je suis désolée, je vais attendre qu'il termine. Non, mais non. C'est quand ton objet est instancié. Il me semble que c'est juste avant le constructeur, en fait. Juste avant, ce que je disais, il va aller en gros enregistrer tout ce qui correspond pour lui à un décorateur, enregistrer les noms. Après, tu as une autre étape où il va aller les exécuter un par un. Et une fois qu'ils sont tous exécutés, il va appliquer les modifications et après continuer l'initialisation de son objet avec le constructeur externe. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Merci. C'est bon. Voilà. Ceux qui n'ont pas de signé, j'ai besoin d'une signature vite. Merci. Non, pas vraiment.